Revenez au pays pour le bâtir. Voilà en résumé l'appel du chef de l'État aux Congolais de la diaspora en avril dernier à Paris en France pour matérialiser cet engagement de travailler avec ses compatriotes pour le développement du pays. Le chef de l'État a d'ailleurs créé au sein de son cabinet un département spécial pour les Congolais de la diaspora. Alors, que doit-on attendre des Congolais de la diaspora? Quelles sont les missions de ce département? Eh bien, nous aurons tout à l'heure les réponses parce que nous recevons sur ce plateau de l'entretien la chef de ce département, Madame Edith Laure Itoua. Bonsoir à vous. Bonsoir, Madame le conseiller. Bonsoir, monsieur. Doit-on vous appeler Congolaise de la diaspora ou Congolaise locale? Congolaise locale. Congolaise locale? Oui, je ne suis plus de la diaspora. Vous n'êtes plus de la diaspora. Alors, expliquez-nous, vous dites que vous n'êtes plus de la diaspora. Vous avez vécu en France pendant combien de temps? 20 ans, je crois. J'ai vécu d'abord en ex-URSS où j'ai fait la première partie de mes études. Et après mes études, je suis passée en France où je suis restée de 91 à 2013. Je ne sais pas combien d'années ça fait. Alors, vous parlez de 20 ans à peu près, c'est comme ça, 20 ans. Vous étiez, on se rappelle, trésorière du réseau international des Congolais de l'extérieur. C'est bien ça? Exactement. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous vous retrouvez aux côtés du chef de l'État? C'est lui qui vous a fait appel ou encore vous avez sollicité surtout qu'il veut travailler avec les Congolais de diaspora? En fait, il y a eu un concours de circonstances. Il y avait d'une part moi qui voulais rentrer. J'avais envie de revenir au pays. Et puis, ça a dû coïncider avec l'envie du chef de l'État de créer au sein de son cabinet ce département qu'il m'a confié parce qu'il m'a vu travailler pour la diaspora en France dans cette association qui est le RIS. Et les membres fondateurs du RIS ont été reçus par le chef de l'État après notre création, donc après la première édition du prix RIS pour la diaspora. Et donc, il a pensé me demander de venir animer ce département. Donc, il y a eu en fait coïncidence. Alors, animer ce département, c'est bien quelles sont les missions de ce département en quelque sorte? Les missions de ce département sont multiples. Je ne vais peut-être pas tous les citer là, mais les plus importantes pour moi sont inciter les Congolais de l'étranger à revenir s'impliquer dans le développement du pays, renforcer les liens qui existent entre les Congolais de l'étranger et les autorités du pays et les ambassades déjà, qui sont nos représentations à l'étranger, montrer aux Congolais de l'étranger les opportunités qu'offre le pays pour leur épanouissement, parce qu'ils n'ont pas toujours la bonne information quand ils ont envie de revenir, pour ceux qui veulent revenir. Donc les informer, leur donner la bonne information. Voilà, il y a tout un tas de missions comme ça et celles-là me paraissent être les plus importantes et il y en a beaucoup d'autres. Peut-on savoir le nombre à peu près ou encore le nombre des Congolais de la diaspora? Alors pour l'instant, je n'ai pas le nombre exact. J'ai commencé ce travail qui est un travail fastidieux dans la mesure où nous avons une diaspora qui ne vient pas systématiquement se faire immatriculer dans nos ambassades. Donc du coup, on a du mal à dresser cette cartographie de la diaspora. En France, on a une idée parce qu'on a l'INSEE qui nous parle de près de 50 000 Congolais pour ce qui est de la France. Et après, il faut compter les autres pays. Je pense que d'ici la fin de l'année 2014, j'espère avoir un nombre, peut-être pas exact, parce que ce ne sera pas évident d'avoir un nombre exact, mais un nombre assez près de la réalité des Congolais de l'étranger. Alors, au lendemain de l'appel du chef de l'État, nous l'avons dit d'entre Dieu, c'était en avril dernier en France, quand il a reçu les Congolais de la diaspora. Est-ce que cet appel a eu de l'écho, a eu un répondant? Est-ce que depuis là, il y a des Congolais qui sont rentrés effectivement pour travailler aux côtés du chef de l'État, encore pour s'impliquer dans le développement du pays? Énormément. En fait, on ne s'en rend pas compte parce que on n'a pas organisé comme ça une émission à la télé pour en parler, mais il y a beaucoup de Congolais qui reviennent. Il y en a qui reviennent pour prospecter, pour voir ce qui se passe. Il y en a qui avaient déjà envie de revenir et c'était pour eux comme un sursaut, comme ça. Ils se sont dit, ben tiens, si le chef de l'État nous le demande, c'est que ça vaut la peine. Ils rêvaient depuis et puis là, c'est un rêve pour eux qui se réalise. Maintenant, il reste que nous devons mettre ici au pays aussi quelques conditions d'accueil pour pouvoir canaliser toute cette masse qui revient et qui va encore revenir. Est-ce qu'on peut savoir lesquels sont revenus? Pas tous, hein. Dans quel domaine évolue-t-il? Un exemple concret. Aujourd'hui, j'ai reçu à mon bureau un Congolais qui est docteur en droit. Il est avocat au barreau de Paris et qui veut revenir s'installer. Donc, il veut dans un premier temps, avant de pouvoir se mettre à son propre compte, donner des cours de droit à la fac. J'ai un scientifique qui sort de Belgique,
qui vient d'arriver aussi, qui est en train de s'installer. Lui, il veut d'une part créer son laboratoire dans la biologie des plantes, peut-être qu'on va l'appeler la biologie végétale. Et parallèlement à ça, il veut donner également des cours à l'Institut agricole et en même temps à l'université Mariam Wabi à la Fac des sciences. Donc, je peux multiplier comme ça des exemples des gens qui reviennent et qui ont vraiment envie de s'installer, qui en ont marre de leur vie en Europe et qui veulent revenir. Vous dites qu'il y en a certains qui en ont marre de vivre en Europe, c'est bien, mais selon nos informations, il y a des Congolais de la diaspora, une partie qui avait posé certaines conditions avant de revenir, entre autres demander au chef de l'État de résorber la question du chômage des jeunes, voir le salaire de fonctionnaires, tous les problèmes aujourd'hui qui gangrènent un peu la société congolaise. Pensez-vous que c'était bien de poser de telles conditions avant d'entrer dans votre propre pays? En fait, on ne va pas dire qu'ils ont posé des conditions, non. Ils ont juste, vous savez, quand vous devez faire un saut, vous allez recommencer une vie, vous avez quand même envie de savoir dans quelle structure, dans quelles conditions vous allez pouvoir commencer cette nouvelle vie. Donc c'était important qu'ils sachent quelle était la rémunération pour les fonctions qu'ils allaient occuper. Est-ce qu'on allait prendre en compte les familles qu'ils ont créées à l'étranger, parce que vous êtes sans ignorer qu'il y en a qui vivent depuis une vingtaine d'années, donc qui ont fondé des familles, qui ont des femmes, des enfants scolarisés. Donc c'était quand même un peu logique qu'ils se posent des questions de savoir comment on va faire pour occuper toutes ces personnes-là et comment les faire vivre. C'est vrai, c'est notre pays, mais c'est légitime quand même qu'on se pose un certain nombre de questions. Alors, madame, dites-nous concrètement que doivent en fait faire ces Congolais de la diaspora? Venir ici pour trouver du boulot ou encore créer les emplois? Parce que nous savons que le boulot au Congo, franchement, c'est tout un problème. Est-ce qu'ils rentrent pour créer et donner de l'emploi ou encore développer le pays dans ce sens-là? Ou encore, comme pensent certaines personnes qui viennent, ils rentrent pour que l'État trouve du boulot pour eux, quelque chose comme ça? En fait, les deux voies sont complètement valables. Je veux dire, l'idéal aurait été qu'ils viennent tous pour créer des emplois. Mais on l'a entendu pendant le challenge entrepreneurial, tout le monde n'est pas entrepreneur. Donc on ne va pas non plus demander aux gens de venir se lancer dans l'entrepreneuriat alors qu'ils n'ont aucune notion et qu'ils vont aller droit dans le mur. Donc l'idéal serait que ceux qui peuvent créer des emplois le fassent parce que c'est important. On a un chômage des jeunes à résorber, donc c'est important que ceux qui peuvent créer des emplois le font. D'ailleurs, on va souvent leur dire de le faire. Mais il y en a qui vont venir parce que l'État a aussi besoin de cadres. Madame, nous aimerions savoir que font la plupart de ces Congolais en Europe. Vont-ils pour les études simplement ou encore comme la plupart des Africains, encore des Congolais pensent que l'Occident c'est le paradis sur Terre? Est-ce qu'ils vont pour cette raison ou encore il y a des Congolais basés en Europe qui ont bâti des grandes entreprises sur place, qui sont vraiment dans les activités dans ce sens-là? Vous savez, il y a toutes sortes de motifs de départ. Parce qu'on entend la plupart des Africains se distinguer au niveau international, mais on parle de moins en moins des Congolais sur le plan international, dans le monde des affaires, ou encore dans les entreprises. Si, vous savez, il y a aussi un problème de communication. Moi, je connais des Congolais en France. D'ailleurs, dans le panel des Congolais qui ont postulé pour le prix RIS, il y avait un Congolais qui s'appelle... voilà, il y a un Congolais qui s'appelle Bruno Johnson, qui a une société qui a quand même 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez suivi le cours magistral, on va appeler ça comme ça, de Frédéric Nzé. C'est un entrepreneur connu en Grande-Bretagne, c'est un Congolais. C'est-à-dire qu'il y a peut-être justement cette communication à faire pour essayer de ramener tous ceux des nôtres qui ont réussi à l'étranger, les ramener là, communiquer sur eux, parler d'eux, pour qu'on sache qu'il y a des Congolais qui réussissent. Mais les gens partent en Europe pour plein de raisons. Il y en a qui partent pour des études. Moi, je suis partie quand j'ai eu mon bac. Il y en a qui sont partis plus jeunes avec des parents qui ensuite, en rentrant, les ont laissés là-bas pour continuer leurs études. C'est le cas de la présidente du RIS. Et il y a des gens qui sont partis après les événements qu'on a connus au Congo, donc les différentes guerres civiles. Oui. Il y a plusieurs raisons. Et il y en a qui vont complètement à l'aventure pour voir l'Europe, parce que c'est quand même parfois un mythe aussi. On veut voir ce que c'est et on y va, on va voir. Vous travaillez avec quels Congolais? Parce que nous savons tous en Europe, nous ne sommes pas acquis pour le chef de l'État. Sur le plan politique, il y en a certains qui sont contre la politique actuelle, le pouvoir actuel, et d'autres qui pensent que oui, ça va. Mais vous travaillez avec quels Congolais? Est-ce que c'est ceux qui sont pro-Denis Sassou Nguesso, si je peux me permettre de le dire,
ou encore avec tout le monde, vous essayez de les convaincre? En fait, j'essaie de convaincre tout le monde. Parce que c'est l'une des missions d'ailleurs que m'a assigné le président, c'est de parler à tout le Mais monde. pour ceux qui disent que le Congo ne se développe pas, le pouvoir en place ne fait absolument rien, vous dites quoi? Ben, je leur dis que c'est complètement faux parce que le fait que le Congo bouge c'est une vérité, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin. Vous êtes rentré comment le Congo bouge? Expliquez-nous. Comment le Congo bouge? Ben, on n'a qu'à voir toutes les infrastructures qui se mettent en place. Il y a même des hôpitaux qui se mettent en place. Avant, on critiquait le fait que notre système de santé, il n'y avait pas de structure hospitalière de qualité. Le plateau technique n'était pas bon. Maintenant, on les voit, les hôpitaux avec des plateaux techniques de qualité. On voit comment on est en train de faire des efforts colossaux pour qu'on puisse partir du Congo du nord au sud en voiture, qu'on circule. Il y a des grands projets qui se mettent en place au Congo et en même temps, même si Doing Business ne dit pas objectivement ce qui se passe au Congo. Vous dites que ne dit pas objectivement, ça veut dire qu'il y a trop de fausseté ou encore de fausseté là-dedans. Oui, c'est pas toujours très objectif. Je pense même qu'il va peut-être falloir aussi qu'ils tiennent compte d'un certain nombre d'autres réalités dont ils ne tiennent pas compte. On n'est pas là pour parler de ça, mais je pense qu'il y a des choses qui se font ici et toutes les réformes qui sont menées dans les différents ministères pour améliorer cet environnement et ce climat des affaires. Moi, je trouve ça complètement injuste qu'on se retrouve toujours à chaque fois 185 sur 189. Donc, quelque part, il y a une information qui ne passe pas, la communication n'est peut-être pas très bonne, mais je pense que les choses se font au Congo. Et moi, c'est ce que je vais dire aux Congolais qui sont à l'étranger. J'en ai eu au Canada il n'y a pas longtemps, à qui j'ai dit venez voir, parce que parfois, ils n'ont pas la bonne information aussi. Comment travaillez-vous? Vous organisez des missions à l'extérieur ou encore vous les invitez sur place de temps en temps? Comment ça s'organise? Pour l'instant, je ne les ai pas invités à l'intérieur, mais je pense que l'idéal, un jour, serait de les inviter au Congo et d'organiser, ça c'est dans mon plan d'action, c'est de les inviter au Congo et d'échanger avec eux au pays. Il faudra qu'on organise ça, mais pour l'instant, ce que je fais, c'est que j'y vais. Je suis allée, j'ai profité de la mission que j'avais aux Nations Unies à l'Assemblée Générale. J'ai profité pour faire certaines villes des États-Unis. Donc j'ai fait New York, Washington, Raleigh en Caroline du Nord où il y a une grande communauté congolaise. Et après, je suis allée au Canada où j'ai fait 3 villes également, Montréal, Ottawa, Toronto. Donc j'ai pu échanger avec des Congolais. Il y en a qui sont là-bas depuis 25 ans et qui n'entendaient plus parler du Congo. De toute manière, pour eux, c'est comme si vous venez les réveiller dans l'ensommeil. C'est ah bon, bah donc oui, c'est vrai, donc il y a des choses qui se font. Et puis après, ils m'écrivent et me disent comment on fait nous après pour revenir, parce qu'ils avaient coupé les ponts et qu'ils ne savaient même plus qu'un jour ils pouvaient rêver Congo. Donc on va réveiller comme ça des gens qui dormaient et qui vont recommencer à penser à leur pays, ça fait plaisir. Avez-vous les moyens de votre politique? Mais les moyens, je le demande à la structure qui m'embauche, c'est la présidence de la République. Quand je vais aller en mission, je vais à la présidence, je dis que je vais aller rencontrer les Congolais du Canada, des États-Unis, comme tous les conseillers du chef de l'État. Ils vont, ils demandent, ils font des notes pour expliquer pourquoi ils partent, donc une note de présentation, une note d'information, et puis on voit l'utilité de la mission, on vous donne de quoi payer et assurer votre mission. Alors, dites-nous, 20 ans en Europe, quelle image avez-vous du Congo en ce moment-là? Alors moi, c'est différent parce que je venais souvent, parce que je travaillais à l'ambassade du Congo à Paris, donc j'avais plein de missions à faire ici. J'ai eu une coupure pendant ma période d'études en ex-URSS parce que ce n'était pas évident de revenir. On avait droit une seule fois pendant les 7 ans, les 6 ans d'études, on va dire 7 ans parce que nous on avait une année de langue. Donc on avait droit à une fois de vacances. Mais moi, je ne les ai pas prises, ces vacances, donc j'ai passé 7 ans sans revenir. Mais après, quand j'étais en France, je revenais souvent, donc je n'ai pas eu vraiment de réelle coupure comme ça, comme les autres qui restent 20 ans sans revenir. Donc mon expérience n'est pas très parlante dans ce sens-là. Ok, il y a eu du 21 au 23 novembre à Brazzaville le concours Challenge entrepreneurial du bassin du Congo, la première édition organisée par votre organisation, RIS. Par mon ex-association, parce que j'ai démissionné. Alors vous démissionnez, pourquoi? Ça nous intéresse. C'était incompatible avec ma mission, parce que je suis censée m'occuper de toute la diaspora. Voilà, c'était pas possible de rester membre d'une association.
Alors, revenons sur le challenge. Quelles leçons tirez-vous de ces 3 jours? Il y a eu d'abord un colloque, des débats sur le développement du Congo, la création d'entreprises et le concours. 4 jeunes parmi 15 au total ont été sélectionnés et puis ont bénéficié de 32 millions 500 000 francs CFA chacun pour le développement de leur projet. Alors, quelles leçons tirez-vous de ce challenge? La première leçon, c'est qu'il y a des talents au Congo, comme l'a dit, l'a martelé plusieurs fois Edwige Mambouli, Vous donc la présidente du RIS, oui. Il y a des talents au Congo, il y a des gens qui font des choses extraordinaires et parfois on n'en parle pas parce qu'on ne sait pas. Parmi les lauréats, vous étiez là, vous les avez entendus, il y en a qui disaient « je fais ce que je fais depuis 15 ans au Congo, j'ai commencé en 97 ». Mais personne n'a entendu parler de cette personne. Et donc on vient révéler des talents à l'intérieur du pays. Et moi, ça me paraît le plus important. C'est ce pont justement qu'on installe entre l'extérieur et l'intérieur. Parce que l'une des missions aussi, pour parler de mes missions, c'est d'améliorer l'image de la diaspora au pays. Parce que parfois on a l'impression qu'ils sont partis, ils ont abandonné le pays, ils n'aiment pas le pays. Ils manquent de patriotisme même, on me dit. Mais c'est faux complètement. L'exemple est là, c'est-à-dire des Congolais qui sont à l'extérieur, qui vivent très bien, qui n'ont franchement rien à venir chercher au pays, mais qui décident par amour pour leur pays de venir faire des choses et de venir booster un domaine qui est plus ou moins endormi, donc le domaine de la création d'entreprises, la création de PME, parce qu'on est d'accord, vous et moi, que les PME vont être à l'origine d'une classe moyenne au Congo. Et donc c'est important de créer des PME. Et là, c'est les Congolais de l'extérieur qui prennent l'initiative de venir donner un coup de main à ce qui se fait déjà ici et arriver à ce résultat-là. Moi, je pense qu'il y a plusieurs leçons à tirer, mais celle-là est la plus importante. Alors, vous parlez d'améliorer l'image du Congo à l'extérieur. Alors, dites-nous aujourd'hui, après ce challenge, quand comptez-vous, parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous allez organiser une sorte de rencontre, à peu près quand on peut savoir, on veut avoir une idée sur ça, parce que... Je pense que ça se fera avant la fin 2014. Enfin, j'espère. La fin 2014. Alors, nous tendons vers la fin de notre entretien ce soir. Quel message lancez-vous à l'endroit des jeunes Congolais? Surtout, je parle des jeunes locaux. Il y a eu une information, en fait, certains jeunes Congolais locaux pensent que ceux qui viennent de l'extérieur arrivent ici uniquement pour leurs intérêts, c'est-à-dire chercher de l'argent, comme la présidente du RIS est venue comme pour voler de l'argent ici et amener en Europe. Que dites-vous à ces jeunes qui pensent qu'il y a comme un conflit aujourd'hui entre les Congolais locaux de l'extérieur? Ce que vous dites là, je ne l'ai pas entendu, mais pour illustrer, vous avez parlé au début de 32 millions 500 qu'on doit donner à chaque lauréat. Ouais. Ils ne vont pas les redonner à la présidente du RIS, à ce que je sache. C'est eux qui vont développer leur structure. Donc ce serait quand même complètement aberrant de penser que les gens qui viennent faire comme eux, qui sont venus pour le RIS, sont venus pour s'enrichir. C'est exactement le contraire. Il y a aussi qui viennent, parce que on ne va pas se leurrer, il y a des gens qui viennent pour travailler, pour vivre. Donc on ne va pas empêcher à quelqu'un qui a des idées de venir travailler au Congo et gagner de l'argent. On peut pas. Ils arrivent, ils sollicitent le financement parfois de tel ou tel projet. À la fin, ça ne se réalise pas ici au Congo, ils repartent en Europe. À ce moment-là, si quelqu'un vient solliciter un financement et que la structure qu'il va voir lui donne le financement sans chercher à savoir des garanties que ce qu'on va réaliser va se faire au Congo ou dans l'intérêt du Congo, ce sera quand même la faute à cette structure qui n'est pas assez vigilante. Moi, je pense que les Congolais, il ne devrait pas avoir de conflit. Ce n'est pas possible qu'il y ait un conflit. Moi, je pense qu'au contraire, on s'enrichit mutuellement. Donc, ce que je peux dire aux jeunes, c'est qu'il faut avoir confiance en vos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, dans le sens où vous ne pouvez pas être en contradiction, vous pouvez être en conflit, vous ne pouvez que vous enrichir mutuellement. Ils ne peuvent que vous apporter ce qu'ils ont acquis à l'extérieur comme expérience. Ils ne peuvent que vous apporter des choses pour vous emmener, pour vous tirer vers le haut. Ça ne peut pas être le contraire. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de conflit entre les Congolais de l'extérieur et ceux de l'intérieur. Il faut juste que les uns et les autres soient en symbiose, qu'il y ait des passerelles. Et ça, l'un de mes rôles, c'est de créer ces passerelles et je vais m'y atteler. Alors, à l'endroit des Congolais de la diaspora qui sont ici à Brazzaville, qui sont rentrés, l'un d'eux nous a dit une fois qu'il est rentré, les prisons leur a fait appel, qu'ils sont rentrés, mais malheureusement, ils se sont abandonnés à eux-mêmes. Le président ou encore le gouvernement ne prend pas soin d'eux. Et qu'est-ce que vous dites là? Ce que je dis, c'est que pour avoir vécu longtemps en France, je peux témoigner que c'est pas toujours facile pour tout le monde là-bas. Donc,
les difficultés qu'on peut avoir en France pour s'installer, pour s'intégrer, pour avoir du boulot. On va travailler sous la neige, on va travailler dans des conditions difficiles, mais on travaille quand même, on ne se plaint pas. Ici aussi, on peut avoir des moments, au début, un moment de flottement, et puis après on s'installe. Et on ne devrait pas être découragé au point d'abandonner parce qu'on est arrivé chez soi et que en 2-3 mois, on n'a pas eu l'impression d'être soutenu. Mais c'est quand même chez nous, on a la chaleur de notre famille, on a la chaleur de nos amis, on a la chaleur du soleil. On devrait quand même être optimiste malgré tout. Mais moi, les gens qui m'ont contacté, c'est là aussi que c'est important de communiquer. Il y a le département des Congolais de l'étranger, je les reçois, je les écoute. Et j'oriente aussi, j'aide, je joue un rôle de facilitateur pour ceux que je peux aider. Je fais ce travail-là aussi, donc pour ceux qui vous disent ça, dites-leur de venir me voir et qu'on on parle de leurs difficultés. Pendant que le chef de l'État demande aux Congolais de la diaspora de rentrer, et ceux qui sont à l'intérieur rêvent d'aller en Europe, un paradis pour eux, que dites-vous à ces Congolais? Il n'y a pas de paradis en fait. Alors surtout pas aujourd'hui, parce qu'avec la crise que traverse l'Europe, moi je conseille à personne d'y aller. C'est vraiment pas un paradis. Hein. En ce moment, pour parler terre à terre, c'est une vraie galère. C'est vraiment une vraie galère. Mais bon, vous savez, les rêves sont faits pour être réalisés. Les gens peuvent y aller et puis au bout d'un certain temps, ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. C'est pas toujours évident de dire à quelqu'un n'y va pas parce que c'est pas bon là-bas. On va toujours vous prendre comme si c'était de la démagogie, mais en réalité, c'est la vérité. En ce moment, l'Europe, c'est difficile. Et d'ailleurs, il y a plus d'opportunités chez nous que là-bas. Et ça, c'est pas vraiment pas de la démagogie. Alors, vous avez suivi. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.